Qu'est-ce que l'audace, Natacha Polony? L'audace, c'est un courage qui n'est pas de la témérité. C'est l'art de prendre un risque qui est porté par à la fois la raison et la créativité. C'est pour ça que je trouvais ça beau de donner ce titre-là à une revue. Oui, on va en parler. Bonsoir. Merci Bonsoir. de passer la soirée avec nous. On est dans la Halle Saint-Pierre. L'audace, vous savez, cette question, c'est celle qu'on pose cette rumeur comme quoi un type aurait répondu l'audace, c'est ça au bac, qui aurait quitté la salle comme ça. Vous pensez que c'est vrai? Non, ça s'appelle une légende urbaine, mais comme disent les Italiens, si non è vero, è bello. Ouais, l'audace, c'est un peu quand on est au pied du mur et qu'on n'a plus rien à perdre. Ça peut être ça, puisque, vous savez, c'est la phrase de Danton, c'est celle qu'il a prononcée le 2 septembre 1792. Alors il faut bien comprendre, la France est cernée par la coalition de toutes les monarchies européennes qui veulent abattre la Révolution. Et là, Danton dit « de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ». Et la France est sauvée. Tout le monde oublie toujours la fin de la phrase. Et c'est ça qui est beau. Et 18 jours plus tard, 20 septembre 1792, c'est la bataille de Valmy, qui est en fait le premier moment de la conscription, de la levée en masse, puisque ce sont les citoyens qui viennent spontanément et qui prennent les armes pour aller vaincre toutes ces monarchies coalisées. Donc symboliquement, c'est absolument splendide. Pourquoi on parle de l'audace? Parce que vous créez une revue qui s'appelle l'audace. Le nom, là, vous l'avez cherché longtemps ou il a été évident? Alors, c'était quoi les autres options? Il y a toujours d'autres options. Oui, il y a d'autres options. Je ne vous les donnerai pas parce que ça peut servir à d'autres personnes qui auraient peut-être envie de faire d'autres journaux. Il y en a des très beaux, des noms de journaux. Mais c'est vrai que c'est venu assez vite. Et après, on en a cherché d'autres en disant peut-être que c'est pas le bon. Et on revenait toujours là. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très beau, il y a un élan. C'est dynamique, c'est positif. Oui, justement pour marquer cet élan, ce volontarisme, parce que l'idée c'est vraiment d'aller réunir des gens qui croient en la France, qui n'ont pas envie de se résigner. Vous voyez, on avait envie de trouver une phrase qui résume la revue, et à un moment on se disait on va mettre l'audace, se résigner n'est pas français. Voilà. C'est pas mal. Mais avec aussi une dimension qu'on voulait constructive. C'est pour ça qu'en fait, on a aussi conçu un triptyque qui résume un peu ce qu'on veut faire. C'est penser, produire, construire. On les cherche un peu, les audacieux, non? Ah oui. Moi, par exemple, je ne me trouve pas particulièrement audacieux. Non, mais vous me trouvez audacieuse? Je prétends pas être audacieuse. Oui. Mais pourtant, c'est une qualité que j'aimerais avoir, mais je me dis pas, tiens, je suis un type audacieux. Bah non, mais enfin, pardon, mais celui qui se dit je suis audacieux, ça veut dire qu'il a un boulard absolument extraordinaire. Non, non, oui, mais on peut se trouver d'autres qualités. Il y a des qualités qu'on peut s'attribuer sans être forcément prétentieux. L'audace, c'est une qualité que les autres doivent vous donner, qu'ils doivent vous reconnaître. Et c'est si vous avez prouvé justement que vous aviez su prendre des risques, être là où les autres n'ont pas osé aller, mais les entraîner, parce qu'il y a quelque chose de collectif. C'est une forme de folie dans l'audace. J'ai plus rien à perdre, j'ai plus qu'à être audacieux. C'est possible. Moi, pour ma part, j'aime pas attendre qu'on soit au pied du mur. Alors, on n'y est pas. Si, en fait. Non, mais vous avez raison, bien sûr que si. On est dans enfin, je veux dire, la France est dans un état. L'Europe est la zone du monde qui a la plus faible croissance. En France, on est totalement désindustrialisé. Évidemment que la situation est quand même catastrophique. Mais justement, j'ai pas envie d'attendre, en revanche, les catastrophes violentes. Parce que les situations comme ça peuvent déboucher sur la violence. Et moi, je ne veux pas. J'ai 3 enfants. Je n'ai pas envie qu'ils subissent à la fois des choses tragiques, des choses brutales. Vous savez, j'ai conscience du tragique de l'histoire, mais je déteste les gens qui se gargarisent de ce tragique de l'histoire parce qu'au fond, ça les fait jubiler quand il y a du sang. Mais évidemment qu'il y a une forme il y a une forme assez malsaine de jouissance. Moi, je n'ai aucune jouissance à voir les tragédies de l'histoire. Aucune. Si on peut les éviter, je trouve ça quand même nettement mieux. Oui, c'est vrai, on peut entrer dans cette exposition magnifique qui est sur le textile. C'est très beau. Alors ici, c'est le temple de l'art brut. Oui.
Oui, mais il y a un côté presque graffiti de Basquiat, il y a des choses, c'est très intéressant l'usage de ce tissu, d'autant que je me suis souvent fait la remarque que c'était très à la mode la tapisserie dans les années 50-60 et que ça avait totalement disparu là ces derniers temps, alors que dans les années 50-60, tous les artistes, peintres, dessinateurs, à un moment donné faisaient de la tapisserie. Et puis la tapisserie, on en envoyait chez les gens dans le quotidien. Oui, bien sûr. Et puis c'est devenu complètement ringard. Oui, c'est bien dommage. Parce que... petite touche. Alors après, il peut y avoir des tapisseries qui sont des imitations de modèles faits à Aubusson ou ailleurs, et c'est très beau. Et puis vous avez des tapisseries contemporaines, et là vous avez des choses merveilleuses. Bon alors, il faut qu'on en parlait tout à l'heure, mais vous avez une passion pour le vêtement et la couture. Oui, alors d'abord j'ai une passion pour les belles matières, c'est pour ça que j'adore les tissus, j'adore les couleurs, j'adore toucher les choses, j'adore sentir l'odeur du cuir, de la laine. Ça a une odeur la laine? Ah bah bien sûr que ça a une odeur la laine. Bien sûr. Parce que le cuir, je l'ai bien en tête, mais la laine aussi. Oui, et puis ça a une odeur qui est assez enveloppante, un peu de mousse, vous voyez. Puis quand on touche aussi, il peut y avoir certains... Regardez ça. Ça, c'est une laine extraordinaire, parce qu'elle a une lourdeur, vous n'imaginez pas, il y a une densité. En fait, c'est une laine récupérée de stocks dormants de maisons de couture, parce que de nos jours, il y a plein de petites, de petites boîtes qui se sont montées, qui récupèrent ces stocks, parce que ça dort, ça n'est pas utilisé, c'est du gâchis. Il est de vous, ce manteau? Oui. Non. Oui, si. Regardez, donc ça, c'est un tissu japonais, voilà. Et là, et puis je lui ai mis une petite broderie avec deux vers de Mallarmé. Attendez. Dans l'ombre de toi devenu, ta jubilation. C'est la fin d'un poème de Mallarmé et je trouve ces deux vers absolument magnifiques. Et alors, je vois le détail, même votre col. Il y a le revers. Oui, c'est ça. Et combien de temps pour faire une pièce comme ça? Alors ça, c'est assez difficile justement à cause de l'épaisseur de la laine et donc pour bien réussir le col. Donc on va dire que là, il faut, si je m'y mettais à temps plein, il faudrait 3 jours. Vous voulez donner la parole à ceux qui aiment la France. Mais comment on détermine ceux qui l'aiment ou non? Ah bah écoutez, il y a quand même énormément de gens dans les milieux médiatico-politiques, dans les élites économiques, qui, depuis 30 ou 40 ans, vous expliquaient que en fait, la nation c'est ringard, qu'il faut penser international, que supranational, etc. Et que, en fait, les intérêts de notre pays, ça, franchement, on s'en fiche complètement. C'est-à-dire que ça n'est plus leur vision. Aujourd'hui, n'importe quelle personnalité politique vous dira qu'il aime la France. Non mais bien entendu. Mais ils peuvent l'aimer à leur manière. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Oui, je suis absolument navrée. Mais tous ceux qui, pendant des décennies, nous ont expliqué que c'était pas grave que la France se désindustrialise parce que, de toute façon, c'est à l'échelle européenne qu'il fallait penser, que ce serait tellement mieux, et qui s'aperçoivent aujourd'hui que l'échelle européenne, ça donne Ursula von der Leyen qui vient se coucher devant Donald Trump. Ceux-là, pardon, mais je pense qu'ils n'ont pas tout à fait la fibre nationale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience que quand on est représentant politique, on est censé représenter les citoyens. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, premièrement, venir expliquer que c'est pas très grave si on... Jean-Luc Mélenchon, par exemple, le dit sans arrêt, il faut revenir au peuple, la démocratie, c'est le peuple. Il sera d'accord avec vous sur cette phrase. Oui, bon, alors, vous savez, moi, ça ne me dérange pas qu'on soit d'accord avec moi sur certaines phrases. Après, comment on le décline, qu'est-ce qu'on en fait, ça, c'est autre chose. Parce que se réclamer du peuple, quand on le fracture systématiquement, quand on joue les uns contre les autres, ça, en revanche, ça ne me va pas. Vous voyez ? Donc, c'est en ça que je vais avoir un petit désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, qui pratique le communautarisme à échelle industrielle. Donc, pour des raisons clientélistes, bien sûr. Après, encore une fois, nous avons une spécialité en France qui est de considérer que ça fait plus chic d'être au-dessus de l'idée de nation. À quand vous datez la fin de la discussion ou du débat en France? Est-ce que c'est possible de le dater ou c'est progressif? Je
pense que c'est progressif et qu'on a vu petit à petit les choses s'abîmer. Le problème, c'est de se retrouver dans une société où on prétend qu'il y a une grande ouverture, c'est la tolérance, etc. et qu'en fait, sur certains sujets, c'est totalement verrouillé. Ça ne l'est plus. Vous voyez que sur les questions d'éducation, sur les questions d'immigration, de sécurité, évidemment. Mais d'ailleurs, la radicalité que nous voyons aujourd'hui, dans tous les bords, elle vient des tensions qui sont nées du fait qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire à un moment. Et du coup, ça a provoqué une réaction d'excès total. Et si vous ajoutez à ça les réseaux sociaux, les chaînes d'infos qui ont dicté leur fonctionnement aux autres médias, vous avez des discussions qui n'en sont pas, c'est-à-dire des invectives, des raccourcis. C'est marrant. On y va, on avance. D'ailleurs, c'est un fil que vous pourriez prendre. Ah non, vous prenez le tissu. Si, parce que vous avez besoin quand même de fil. Évidemment. Ouais. Ça, c'est de la bobine de fil. Oui, tout à fait, regardez ça. Ouais. Allez, on file et on va à notre prochaine étape. Avec des très belles machines à coudre. C'est drôle. Oui. On dirait, oui, c'est un corps. Oui, on dirait un corps, mais en fait, ce sont les machines à coudre, les vieilles Singer. Vous voyez, il y avait la pédale ici qui entraînait le mécanisme. Et on en trouve encore? Mais bien sûr qu'on en trouve encore, j'en ai une comme ça, elle est chez moi, elle est moins belle que celle-là, mais il faut avoir les cuisses. Oui, il fallait être habile, bien sûr. Nous avons, dans l'époque contemporaine, un problème lié à la fois aux réseaux sociaux et à toute la mécanique mise en œuvre qui est celle du règne de l'émotion. Or, que ce soit à travers la publicité, la consommation qui joue sur les émotions, ou que ce soit à travers les réseaux sociaux, qui aussi sont totalement pulsionnels, on a petit à petit détruit la capacité à prendre du recul et à raisonner, à attendre. Vous savez, moi, quand j'étais gamine, on me disait qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Bon, c'est le contraire. Tourner 7 fois son pouce autour du portable avant de tweeter. C'est le contraire absolu. On est dans l'immédiateté, dans le temps long. Et on sait très bien tous que l'émotion pure, c'est ce qui marche dans ce monde de consommation. Regardez à la télévision à quel point ce terme d'émotion dans les émissions est employé, ça devient dégoulinant, dégoûtant. C'est immonde, alors que c'est une émotion pure, profonde, c'est quelque chose de très beau. Mais quand c'est uniquement quelque chose de racoleur pour attirer les gens et leur dire maintenant vous êtes là, restez avec nous parce que vous allez pouvoir consommer. C'est ça, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, vous, avec une petite revue qui se lance par rapport à l'énorme machine des réseaux sociaux, la place immense, compris alors je vois bien le résistant qui veut tenir bon, mais bon, non, je crois qu'en fait on est très très nombreux. On est très nombreux à vouloir maintenir la possibilité d'un débat démocratique. C'est-à-dire que là, ça devient suffocant. C'est-à-dire qu'on voit tous à quel point la tension est palpable dans la société, à quel point les gens ont envie de se battre pour tout et n'importe quoi, et en même temps, on souffre. Il y a une souffrance. On n'est pas en train de créer une société heureuse, on est en train de créer une société de frustration, de ressentiment, et où finalement chacun se sent agressé. Donc il faut absolument sortir de cette mécanique. Et on ne sortira de cette mécanique que par la capacité déjà à faire parler les gens entre eux et à reprendre conscience qu'ils ont un destin commun, que nous formons une société, à leur proposer un projet positif, c'est-à-dire leur rappeler qu'est-ce que c'est qu'être français, pourquoi nous sommes embarqués dans le même bateau, ça s'appelle la France, ça a une histoire et ça va quelque part, et il faut leur expliquer où est-ce qu'on veut aller ensemble. Et là, vous mobilisez les énergies et vous sortez les gens de l'affrontement. Quand vous parlez, il y a une forme d'engagement presque politique. Pourquoi? Vous l'avez déjà fait, donc je pose à la fois deux questions. Pourquoi vous n'y allez pas directement, plus directement, politiquement? Et pourquoi vous avez essayé et vous n'y êtes pas resté? Alors, d'abord, je vais vous dire, je pense que dans la vie, il faut aller là où on est utile et que je considère que ce que je fais est un engagement en tant que citoyen. Mais pourquoi pas dans l'action? Dans l'action ou dans la confrontation d'idées plus... Il y a des moments dans la vie, il y a des possibilités. Je ne vais pas vous dire, vous savez, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Donc je l'ai fait. Vous ne feriez pas comme Éric Dupond-Moretti, jamais je serais ministre. Mais c'est complètement idiot. D'abord, je déteste les gens qui sont catégoriques. Non, moi je
la vie m'a appris qu'il fallait vraiment éviter d'être péremptoire. Et alors pourquoi Mais pourquoi je suis partie? Voilà, ça m'intéresse. Parce que vous êtes présentée aux législatives. J'ai été candidate pour Jean-Pierre Chevènement, donc en 2002. Vous avez quel âge? J'avais 27 ans. En 2002. Donc en fait, je me suis engagée dans son parti, je suis allée chercher ma carte au fin fond du 20e arrondissement en 2000 parce que je venais de démissionner de l'éducation nationale, que j'en étais malade et je me dis mais c'est pas possible. Vous savez, j'étais jeune, j'étais pleine d'allants, je me dis il faudrait devenir ministre de l'éducation nationale pour sauver le truc. Donc je regarde les programmes de tous les partis politiques. Et là, je vois le programme de Jean-Pierre Chevènement. Vous n'aviez pas fondamentalement une conviction profonde à ce moment-là, tout de suite politique, en disant c'est Chevènement, je le sais depuis 10 ans. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'avais des convictions sur ce qui était bon pour la France. Vous voyez, ma première émotion politique, vraiment, c'est, j'avais 17 ans, donc en 92, Maastricht, et je vois le débat entre Mitterrand et Philippe Séguin. Et là, j'entendais Séguin expliquer qu'on était en train de refermer le cycle ouvert en 1789 sur le peuple. L'ouverture 1789, c'est le moment où la France invente cet oxymore absolument génial, le peuple souverain. C'est-à-dire l'idée qu'une communauté humaine peut décider de son destin collectivement sans référence à une transcendance. Et ça vient de là, la laïcité. La laïcité, c'est un principe politique, c'est pas un principe juridique, c'est l'idée que des êtres humains n'ont pas besoin d'une transcendance pour se fixer leurs lois. Donc, je vois Séguin et je me dis, mais c'est formidable, il a raison. Est-ce que pour faire de la politique, c'est peut-être pour ça que vous l'avez quitté, ce milieu-là, il faut être très sûr de soi et refuser de changer d'avis, avoir des convictions tellement profondes, tellement ancrées qu'on refuse. Des certitudes peut-être. C'est la différence entre les convictions et les certitudes déjà. Les certitudes peut-être, c'est vrai. Oui, voilà. Et moi je crois à la phrase de Nietzsche, c'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Mais c'est surtout, je pense que il faut beaucoup de capacité de compromission. Vous voyez, c'est pas seulement du compromis, c'est de la compromission. Il faut une ambition dévorante, hélas. Et il faut mais ça, on peut l'avoir dans plein de métiers. Mais moi, je crois en l'ambition intellectuelle, l'envie de se dépasser. En revanche, je n'ai jamais raisonné en termes de carrière. C'est-à-dire que je ne sais pas, j'ai jamais su où je serai dans 5 ans après. Voilà, jamais. Je ne me pose pas ces questions-là. Et en fait, le problème de la politique, tel que je l'ai vu dans cette campagne présidentielle en 2002, c'est que je voyais des gens qui en fait passaient plus d'énergie à flinguer l'adversaire à l'intérieur du parti que d'essayer de mettre en avant leurs idées. Donc au bout d'un moment, ça abîme l'énergie. Là, je vois, là, on est dans un terrain connu. Mode de travaux, les coupons de Saint-Pierre. Mais oui, mais je connais. Couture. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Il n'y a rien de plus génial que de créer quelque chose de ses mains. Moi, je trouve que dès que je croise un ministre de l'Éducation nationale, je lui dis vous devriez mettre des cours de bricolage, de couture à l'école, parce que pour apprendre aux enfants. D'abord parce que je vous disais tout à l'heure, on est devenu un pays de consommateurs. Redevenir un pays de producteurs, ça passe par le fait justement d'être fier d'avoir agi sur la matière et de s'être confronté au truc, parce qu'on est d'accord que c'est extrêmement dur. Moi, j'ai des moments où je suis obligée de redécoudre, mais il y a une veste, je pense, mais 10 fois, quoi. 10 fois, et on recommence parce qu'on s'est planté, parce que c'est... Ça nous apprend la patience. La patience, l'humilité. Et surtout, quand on parle de l'intelligence de la main, il faut avoir expérimenté pour comprendre justement les compétences qu'il faut pour coudre un vêtement. Exactement. J'ai découvert votre compte Instagram. Vous prenez la pause avec vos créations. Je les vêtements, voilà. pas particulièrement. Mais vous détaillez en dessous et vous expliquez vos difficultés et tout. Mais ça, c'est parce que, tout simplement, si vous connaissez un peu Instagram, en fait, c'est une communauté et c'est un échange. C'est-à-dire que toutes les 209 commentaires. Les gens réagissent. Mais toutes les couturières, en fait, se donnent des trucs. Moi, j'ai appris en regardant le travail des autres.
Alors là, par exemple, comment affronter les chaleurs estivales? D'abord, un Bermuda à partir du patron de pantalon que j'ai réalisé récemment, taille basse pour le confort, laine noire très fine trouvée chez Beglarian. Oui, Beglarian Fabrics. Au-dessus, un gilet Veronica, mais en tuile de soie. Voilà, on donne les modèles parce qu'il y a d'autres couturières qui vont se dire « Ah tiens, j'aime bien ce modèle, je vais l'essayer et tout », et qui disent « Oh, moi je l'ai fait dans telle matière, c'est génial. » Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Qu'est-ce que c'est ça et ça, Natacha? Et bien ça, là vous avez la doublure, là vous avez les différentes pièces. Donc, vous voyez, si vous regardez la logique, là c'est a priori les pièces de poche qui vont se placer là. Là vous avez le dos. Donc il va falloir, si on décompose un petit peu, je pense qu'il va falloir... Oui, alors là, attendez. D'accord, c'est cousu comme ça. On va insérer dans le... Ouais. Comme vous avez fait là. Oui, exactement. On va faire comme ça, puis comme ça. Bon, donc, il faut que je m'y mette, c'est ça? Alors, attendez, on va virer le manteau et on va... Ouais, attention, il pèse un âne mort. Ah bah, c'est une belle laine. Hein. Qui vous a appris à coudre? Alors, Internet au départ, c'est-à-dire que ma grand-mère m'a appris à me servir d'une machine quand j'avais 15 ans. Après ça, j'ai cousu un peu quand j'avais 20 ans. J'allais justement au marché Saint-Pierre, j'achetais du tissu pour rideaux et je me faisais des jupes. Donc c'est pour ça que quand je suis arrivée à Marianne, je me souviens, j'avais mes jupes comme ça et il y avait une correctrice, une secrétaire de rédaction, pardon. Quand elle me voyait arriver, elle gueulait « Non, Mme Scarlett, pas les rideaux !» Oui, parce que c'était un peu fantasque. Voilà, bah oui, parce que je ne savais pas utiliser des patrons, donc je faisais au pif comme ça. Et puis après, j'ai plus eu le temps. Et pendant le Covid, bah ouais, il fallait faire des masques. Donc j'ai ressorti la vieille machine de ma grand-mère, Zundap 1950. Ah, donc c'est les masques du Covid, d'accord. Exactement. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'adore coudre. Et donc je m'y suis remise. Et maintenant, grâce à Internet, il y a des... on peut apprendre en fait directement en autodidacte. Il y a des tutos qui sont géniaux. Endroit contre endroit, on va piquer là, c'est ça, histoire d'avoir voilà. Et après on va retourner. Ok, allons-y. C'est de la 2D et il faut construire en 3D, sachant que là sur un truc comme ça, ben oui, sauf qu'un corps est différent d'un autre corps. Donc moi je prends le patron de base, mais je suis pas fichue comme la nana qui a conçu le patron. Donc il faut que je retouche en comprenant comment je vais par exemple éviter qu'il y ait des plis moches ici. Alors là c'est pas parfait, hein, je l'ai un peu foiré, mais c'est pas grave, on est content quand même. Mais de fait, enfin non, là j'ai réussi, vous voyez, justement à repatronner de façon à ce que ça m'aille bien. En revanche, j'ai encore planté le montage des manches qui est un truc très compliqué. Très compliqué. Ah, celui-là il est sans manches. C'est pour ça c'est beaucoup plus facile de ne pas se planter. Allons-y. Donc là ça donne quoi? On est bon? Ouais, on est bon. Allez, hop. Allons-y. Hop. Alors, attendez. Ah là, vous avez fait un essai à vide, c'est ça? Ouais, pour voir un petit peu quel était le... Donc, on va faire comme ça. Alors, comment on va en arrière sur cette machine? Ouais, là. Hop. Hop. Est-ce que ça marche? Ah oui, ça marche, bien sûr que ça marche. Je vais devoir essayer, Natacha, vous allez me faire essayer. Ah bah oui, je vais vous faire essayer, bougez pas. Regardez, vous allez placer votre tissu ici. Voilà. Vous redescendez votre pied de biche. Oui, mais vous inquiétez pas. C'est une aiguille, c'est assez fin. Bon, si on vous entend crier, on sait que voilà. D'accord. Donc, avec votre pédale, vous allez faire avancer. Là, vous tenez votre tissu. Je le tiens ici. Voilà. Vous essayez de contrôler. Oui, elle va faire avancer. Vous essayez de contrôler votre tissu. Voilà. Et je vais jusqu'au bout? Oui, mais vous vous arrêtez juste avant le bout. Ah d'accord, donc par ici quoi. Non, au bout, mais 1 millimètre avant le bout. Hop. Alors dans un monde idéal, vous repassez avant-arrière pour... Donc là, je fais dans l'autre sens, elle va partir dans l'autre sens. Voilà. Et là c'est bon, C'est bon. Là je suis pas droit là.
Là, j'ai vu que j'étais pas loin, Natacha. C'est pas très grave. Ah oui, parce que normalement, il faut être pile sur la même ligne. Voilà, il faut sur la même ligne. Ensuite, avec vos ciseaux, regardez ce que vous allez faire. Vous crantez, vous enlevez les marges de couture là comme ça. Vous enlevez vos petits fils. Tac. Ouais. Hop, là ici. C'est en trop. Voilà. On enlève tout ça. Et pourquoi là, vous crantez? Parce que sinon, ça fait une épaisseur. Et quand vous allez retourner pour avoir votre poche, vous voyez, il faut que... Oui, je comprends. Voilà. Quand vous savez faire un vêtement, d'abord, vous ne dépendez pas d'une industrie qui vous dit « là, c'est ça qui est à la mode, il faut absolument le porter, etc. » Vous n'êtes plus dans l'achat compulsif. Vous regardez comment c'est fait, vous savez reconnaître si c'est du beau boulot, donc vous savez le prix de ce boulot. C'est-à-dire que là, une fois que vous en avez bavé des ronds de chapeau pour faire ça, vous avez un petit peu de respect pour les gens qui le font. Et du coup, vous vous dites que une fringue à 15 €, vous voyez, le t-shirt à 5 €, etc., c'est un scandale. Est-ce que c'est grave la perte de connaissance de ces métiers-là? Oui, bien sûr, c'est une perte de savoir-faire terrifiante. C'est-à-dire que là, actuellement, par exemple, les chaussures. Vous savez qu'en France, quand on veut refaire de la chaussure sur mesure, d'abord, on ne fabrique plus les cuirs pour ça. C'est-à-dire qu'en Italie, ils ont gardé, mais nous, on n'a plus de filière de cuir de chaussures. Et derrière, vous n'avez plus les savoir-faire pour faire de la chaussure sur mesure. Vous avez tout ça est fabriqué ailleurs. Donc ce sont des choses qu'on perd, qu'on ne retrouvera pas. On accepte une logique de baisse de qualité, une logique de low cost. Parce qu'on est dans une société du low cost, c'est-à-dire pour payer de moins en moins cher, on grogne sur la qualité et on perd la connaissance de ce qu'est cette qualité. Donc je vous dis le prix que ça coûte, le prix du travail bien fait. Est-ce qu'on parle d'une identité? Oui, parce que ce sont des savoir-faire qui relèvent de centaines d'années. Ça se transmet. Donc il y a une histoire, il y a quelque chose qui nous rattache à tous ceux qui, avant nous, ont appris ça. Il faut le remettre à l'école, mais on n'a pas le temps. C'est pas vulgarisé. Mais vous plaisantez, on a parfaitement le temps. Si on arrêtait d'enseigner 1 milliard de conneries aux gamins. Toutes les heures dédiées à des associations qui viennent expliquer ci ou ça. Vous voyez, tout le pré-chip. Certains vous diront, peut-être vous d'ailleurs, on parle de moins en moins bien le français, il faut, vous voyez. Ah oui, mais j'ai pas dit qu'il fallait prendre sur les heures de français. Ouais. Ça, alors là, non. Mais je peux vous assurer qu'il y a des tas de trucs qui sont pas forcément utiles. D'accord, donc là, on a les marques ici, je vois, c'est là. Ok. Merci. Vous allez être obligé de revenir pour finir. Mais le travail a été très bien fait, c'est-à-dire qu'on a nos petits crans, donc il suffit, voilà, tout est pré-mâché, en fait, c'est très bien. Voilà, vous voyez? Là, on y est quoi. On y est, hein, on a la moitié. Vous commencez à le voir, votre truc. Oui, vous voyez? Parce qu'après, c'est génial. Une fois qu'il sera, vous voyez, qu'on aura cousu je vais venir là, le Figaro, c'est pas très loin, entre midi et 2, ça va me détendre. Mais évidemment, attendez, vous imaginez pas, parce que comme ça demande énormément de concentration, en fait, vous évacuez absolument tout. Puisque vous êtes obligé d'être... Vous pensez plus à l'actu, vous pensez plus au... Vous pouvez pas. Si vous pensez à autre chose, vous faites une connerie. Donc, non, autant le tricot, c'est quelque chose de méditatif. Parce que le tricot, vous voyez, c'est un geste un peu mécanique, répétitif, donc vous pouvez réfléchir à des tas de choses pendant ce temps-là. La couture, vous ne pouvez pas. Donc voilà. Bon, merci pour cette démonstration. Bah écoutez, c'est beau, non? Vous savez quoi, je vais leur dire de le garder et je vais venir le finir. J'espère bien. Je ne sais pas si ça m'irait. Pourquoi pas, vrai, toi. Bien sûr que si. Bah oui, il est peut-être un peu petit. Oui, peut-être. On y va? Voilà. Bah, on y va. Merci beaucoup. Vous avez eu quel genre d'enfance? J'ai eu une enfance, on va dire, de petite fille timide. Ouais. Assez, comment dire, ouais. Vous avez un peu d'eau sur votre gauche. Perdue. Merci. Voilà, je dessinais beaucoup, je lisais, je vivais dans ma bulle. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes... voilà, vous prenez de la place, vous prenez votre place, vous parlez fort. C'était pas du tout ça. Ah, absolument pas. Non, moi je suis de la catégorie vraiment des timides, des planqués, quoi, de ceux qui sont. C'est quoi le moment? C'est un moment où d'un seul coup vous sortez de votre cocon. C'est
tout simplement le fait d'avoir commencé à justement vouloir défendre des idées, croire vraiment dans des choses et se dire je dois y aller. C'est pas parce que j'aime ça, mais il y a un moment, je peux pas laisser dire ça, je suis obligée de défendre telle idée, et donc j'y vais. J'ai eu une éducation très, fondée. Je suis d'un milieu, vous voyez, des parents médecins, médecins libéraux. Je suis typique de cette bourgeoisie ou classe moyenne supérieure qui a été forgée par la République, c'est-à-dire l'idée de démocratie et de méritocratie surtout, de méritocratie. L'idée qu'on va respecter les règles, on fait ce qu'il faut, on a une morale, on respecte la loi et on sera récompensé si on a bien fait son travail. J'ai été éduquée comme ça et avec cette, vous voyez, ce côté, la morale de Kant, tu dois donc tu peux, voilà. Donc il y a un moment où si c'est ton devoir, tu y vas et tu ne te poses pas de questions. J'ai lu, je ne suis pas allé bien loin, sur Wikipédia, que votre prénom était une référence à Tolstoï, c'est vrai? Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est parce que Rostov. Oui, mais donc l'héroïne de Guerre et Paix. Oui. Et ça veut dire que, c'est souvent une question que je pose aux invités, deux types d'invités, personnalités, peut-être ceux qui ont été éduqués avec des parents qui ont une bibliothèque et ceux qui n'en ont pas. Bien sûr que ça change tout. Ouais. Moi, mes parents, ma mère ne jurait que par la littérature. Alors, elle adorait la littérature russe et la littérature anglaise, ce qui n'est pas forcément mes goûts. Et puis, j'avais un père qui, lui, adorait le panache, on va dire. Donc, il aimait Alexandre Dumas. Il avait appris par cœur l'acte 1 de Cyrano de Bergerac, parce que je tiens mon nez de lui. Et donc, lui, dans sa jeunesse, quand il fallait répondre, il avait appris. Et c'est marrant, parce que quand j'étais donc prof à Épinay-sur-Seine, évidemment, moi, j'avais lu à mes élèves la tirade, pas la tirade du nez, celle d'avant. Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, généreux, etc. tel que je suis et tel qu'il vous est à jamais interdit de vous croire, déplorable maraud, car la face sans gloire que maman va chercher au haut de votre col est aussi dénuée de générosité et d'envol de nez que celle que ma botte va chercher au bas de votre dos. Et là, ils étaient là comme ça, je leur dis, vous avez compris ce qu'il vient de lui dire là? Il vient de le traiter de face de cul. Oui, mais c'est un peu plus classe quand on le dit comme ça. L'école, quand vous étiez gamine, c'était un paradis, un enfer, aucun des deux? Je m'ennuyais à mourir, donc je dessinais. Vous voyez, mais quand je dis je dessinais, c'est-à-dire que j'ai d'ailleurs, vraiment sur votre page Instagram, j'ai vu que vous dessiniez un petit bonhomme que vous avez fait sur le pull de votre fils. Exactement. Mais puis je dessinais des bandes dessinées style. Donc c'était pas des grands moments, quoi. Non. Comment vous arrivez à Cannes pour être prof? Vous voulez être prof, alors ils vous ont emmerdé. Vraiment, on a besoin de modèles, de gens qui disent mais je veux faire ça, je veux faire ça. Alors justement, moi j'ai un peu l'idée. J'avais cette idée de me dire mais c'est pas possible d'être aussi nul. On doit pouvoir faire mieux, quoi. Ça peut pas. Je pense que je dois avoir un petit truc comme ça. Vous voyez, je fonctionne comme ça dans pas mal de domaines. Fondamentalement, quand vous arrivez dans l'éducation nationale et que vous êtes devant une classe, vous êtes sidéré en fait. Alors tout le monde. C'est-à-dire, forcément tout le monde est sidéré. Il faut comprendre ce que c'est que de se. Il y en a un paquet qui reste jusqu'au bout. Oui, bien sûr, mais ça. Moi, c'est juste que. Les hasards de la vie ont fait que, je vous dis, je suis tombée l'année des réformes de Claude Allègre et de Jack Lang et j'ai été absolument scandalisée. J'ai eu, cette année-là, quand j'ai enseigné, je me souviens, il y avait un prof, vous savez, il y a des gens comme ça qui changent votre vie. Dans le lycée où j'étais, donc à Épinay-sur-Seine, il y avait un prof de français, vous voyez, vraiment, il s'appelait Christian Labrune. Le prof de français tel que vous l'imaginez. La barbe, la pipe, le pantalon de velours côtelé, un peu sarcastique, voilà. Et lui, un jour, dans la salle des profs, il a posé un livre qui venait de sortir à l'époque. C'était Jean-Claude Michéa, L'enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes, qui racontait exactement ce qu'on voyait autour. C'était extraordinaire. J'ai lu ça et j'ai lu tous les autres livres de Jean-Claude Michéa derrière et ça, là aussi ça a changé ma compréhension des mécanismes. Voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai démissionné de l'éducation nationale, je le regrette.
J'aurais voulu continuer. Ouais. J'ai démissionné parce qu'on m'a refusé la disponibilité que je demandais pour pouvoir continuer Sciences Po en même temps. Donc j'ai écrit une belle lettre en disant « Vous avez baissé de 30% le nombre de postes au CAPES et à la Greg en 3 ans et vous m'expliquez que vous êtes déficitaire en prof et que donc vous ne pouvez pas donner de disponibilité, vous vous foutez de la du monde. » Bon voilà. Et puis donc je me suis dit j'arrête, mais je vais trouver un autre moyen d'enseigner et je vais surtout essayer d'agir pour ne pas laisser le truc dans cet état-là. 3e étape, autre passion. Oui. La bouffe. Oui, on essaie de vous faire plaisir. Mais je vois et ça c'est bien, merci. Bougainville. J'adore en fait cet endroit d'abord parce que j'ai une passion pour les passages dans Paris. Oui, c'est la galerie Vivienne ici. Exactement. Ouais. Et en fait, vous pouvez descendre des grands boulevards jusqu'ici en passant uniquement par des passages. Franchement, c'est beau. Mais exactement. Et puis c'est un bistrot typique. Ouais. C'est pas forcément le restaurant, il y a des tas de restaurants que j'adore dans Paris, mais là vous êtes dans le bistrot parisien. La gastronomie, évidemment, moi je suis mariée depuis 18 ans maintenant avec un critique gastronomique. D'ailleurs, est-ce que c'est ça qui vous a rapproché? Ou c'est lui qui vous a fait Ah non, c'est ça qui nous a rapprochés. Notre première conversation, c'était parce que il était, moi j'étais petite journaliste à Marianne, il était critique gastronomique. Et j'allais le voir tout timidement en lui disant tiens, je suis allée dans tel restaurant, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Et oui, on n'aurait pas pu, si j'avais pas eu ce goût-là, on ne serait pas... Est-ce que vous cuisinez aussi? Alors, j'adorais cuisiner. Vous ne pouvez pas tout faire, la couture et la cuisine. Non, d'abord, on ne peut pas tout faire. Chacun son domaine. Et Perico cuisine beaucoup mieux que moi. Moi, je suis plutôt pâtissière. Dans la gastronomie, il y a le faire, fabriquer, cuisiner. Il y a le goûter. Il y a le raconter. Et il y a vivre autour. Mais bien sûr. Discuter. Parce que, vous voyez, un repas, c'est une cérémonie, en fait. Voilà, c'est très bien ça. Un repas, c'est un moment de partage et vous allez vivre des sensations. Les produits vont vous faire vivre des sensations. Vous allez goûter le vin qui va vous raconter quelque chose sur un plat, il vous racontera autre chose sur un autre plat, il se mariera différemment. Et on va partager ce moment-là. On ne le vivra pas forcément de la même manière. Donc en fait, c'est la façon dont on va en parler qui va permettre de communier, puisqu'on n'a pas forcément la même sensorialité. Et derrière, on aura chacun forgé dans notre mémoire un souvenir, ce qu'on va appeler un vécu, qui va se conjuguer avec tous les autres et faire que le prochain repas qu'on fera sera encore différent puisqu'il se nourrira de celui-ci. C'est ça qui est génial. C'est en fait, d'abord, ça permet de... Alors regardez, tiens comme ça, parce que comme ça, quand vous allez le faire tenter, normalement, il va faire un joli glou. Et surtout, parce que ça évite de le réchauffer dans vos mains. Et en plus, il va vous raconter des choses différentes suivant la manière dont vous le tenez. C'est-à-dire que là, essayez, vous le tenez comme ça, buvez une gorgée. Là, vous voyez qu'il va se caler un petit peu sur le devant de votre glotte, il chatouille un petit peu la glotte, il vous a raconté, il y a un petit côté un peu fruité. Maintenant, tenez-le comme ça. Et faites très attention à vos sensations. Vous allez voir que vous n'allez pas le goûter de la même manière. Amène exactement. Et là, il ne passe pas au même endroit. Si vous avez bien attention. Tout simplement parce que votre corps est une totalité. C'est-à-dire que vous avez... Je ne l'ai pas mis dans les mêmes dispositions pour recevoir Voilà. Vous ne vous êtes pas tenu de la même manière. Les muscles ne sont pas positionnés pareil. Vous ne vous tenez pas pareil, en fait. Et donc, vous le goûtez différemment. Je ne sais pas si vous avez... je ne sais pas, j'ai demandé moi aussi un petit pâté croûte, mais... Et il nous en met qu'un seul. On va partager, vous voyez, parce qu'un repas, c'est un partage. Alors là, comment vous me le décrivez? Et vous nous le décrivez? Parce que le succès des émissions de cuisine à la télé me fascine. Tous ces gens qui regardent sans pouvoir goûter. C'est incroyable. Après, le problème des émissions de télé,
c'est qu'on est beaucoup sur la performance et sur le côté, j'allais dire, instagrammable des plats. Il faut que ce soit beau, qu'il y ait des présentations, des trucs comme ça. Je vous avoue que moi, ça m'enquiquine ce genre de cuisine. Ce que j'aime, c'est qu'un plat ait du goût, me raconte une histoire, qu'il y ait des beaux produits. Vous voyez, et c'est là que ça devient intéressant. La tête qu'il a, quand vous me dites que tout compte, mais oui, bien sûr. Aussi. Mais bien sûr que ça compte la tête qu'il a. Mais la tête qu'il a, j'ai pas besoin d'avoir une giclée de sauce et 3 bouts de ciboulette. C'est le patron du Quincy, qui est un restaurant extraordinaire. Je sais pas si vous le connaissez, avenue Le Dreux-Rollin, donc Bobos, appelle ça les branleurs de ciboulette. Bah voilà, et ça n'a aucun intérêt. C'est très énervant le petit trait de sauce. La petite giclée de sauce, mais j'en peux plus. Ça, et puis en fait, c'est une cuisine pour gens qui s'emmerdent. C'est-à-dire, comme ils ont rien à se dire, eh ben, on leur fait des trucs un peu, vous voyez, puis on fait de la mousse aussi, un peu d'azote liquide, des trucs. Ça comble la conversation, c'est dîner-spectacle. Bon, moi, j'estime que quand la cuisine est belle, qu'on est heureux d'être ensemble, qu'on a des choses à se dire, on n'a pas besoin qu'il y ait des fioritures. C'est ce qu'écrit Perico depuis 20 ans, c'est ce qu'il appelle le doux mou. C'est-à-dire on met du sucre partout et c'est mou, justement parce que voilà, c'est fatigant de mâcher. La cuisine française, elle se traduit par l'acidité, les vins français aussi. C'est pas le sucre, c'est l'acide. Et il y a une certaine texture, parce que ce qui est intéressant, c'est justement le mariage des textures. Vous allez avoir là, vous voyez que votre croûte, elle n'a pas du tout la même matière quand vous la mâchez que la chair. C'est ça qui est intéressant. Et vous allez aller sur la gelée, ça va donner autre chose sur le vin. Et les vins français, vous voyez, en fait, vous avez un âge des goûts. C'est ce que disait toujours Jacques Puiset, et c'est tout à fait ça. Le premier goût, le goût facile, c'est le sucré, c'est le goût de l'enfance, que vous avez dès le lait de votre mère, parce qu'en fait, le lait maternel, il est sucré. Il y a du lactose, donc c'est sucré. Ensuite, vous allez passer au salé, qui affirme un peu plus. Et vous avez des gens qui sont plus ou moins sensibles au sel, qui vont le ressentir différemment. Mais quand vous progressez dans votre initiation, vous vous mettez à aimer l'acide. C'est un peu plus compliqué, l'acide. Alors, il y a des enfants qui adorent. Moi, j'ai un fils, par exemple, qui, depuis tout petit, attrape les morceaux de citron et les mâche. Il adore ça. Après, il y a des gens qui détestent ça. Moi, par exemple, j'adore l'acidité dans le vin. Mais je suis pas particulièrement, j'aime pas quand il y a trop d'acidité dans un plat, j'aime pas trop de vinaigre, vous voyez. Il y a des gens qui adorent le vinaigre. Bon. Et puis le goût ultime, la sagesse, c'est l'amertume. Là, c'est vraiment, il faut avoir atteint. On aime les endives, ça y est, voilà. là c'est bon. Et encore, les endives, elles sont plus du tout amères. Mais vous voyez, l'amertume, c'est extrêmement intéressant. Alors vous avez de l'amertume qui se marie, par exemple. Le chocolat, c'est de l'amer un peu sucré. Le café, si vous le sucrez, vous avez l'amer sucré. Si vous le sucrez pas, là, vous êtes dans l'amertume. Le pamplemousse, il y a des choses extraordinaires, vous voyez. Et donc, vous allez comme ça marier ces goûts-là, mais nous, on est dans une société où on fout du sucre partout. Mais tout simplement parce que c'est un principe, là aussi, consumériste. C'est facile, c'est infantile, donc c'est une drogue. Donc, on va vous tenir avec ça. Alors, Natacha, votre dernier repas du condamné, en entrée, vous choisissez quoi ? Oui, c'est difficile, mais là, c'est le dernier repas. Il n'y a plus le choix, donc demain, vous ne serez plus là, il faut se faire plaisir une dernière fois. En entrée. Je sais ce qu'on va prendre en entrée. Ouais. Un oreiller de la Belle Aurore. Alors je sais que normalement c'est pas une entrée, c'est un plat. Mais moi je le prends en entrée, comme ça on peut prendre d'autres choses derrière. L'oreiller de la Belle Aurore, c'est un des plus beaux plats de la cuisine française. On prend vraiment tous les produits de la chasse et on met ça dans un feuilleté en forme d'oreiller. Alors le plat, d'abord on va prendre un poisson quand même. Poisson et viande, on est d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, vous êtes le condamné un peu luxe, quoi. C'est le dernier, autant que ce soit beau. Oui, d'accord. Peut-être tout simplement une très belle solmenière. Et sinon, si vous voulez me remplacer la solmenière par un homard à la nage, tout simplement, moi je suis pas contre. Après, la viande, alors, il y a des choses absolument magiques, mais vous voyez, dans le répertoire de la cuisine française, vous avez la poularde en vessie, par exemple, c'est quelque chose de fabuleux. Bon, alors la suite, le fromage. Pas tout le plateau. Non, là c'est trop simple. Allez, je vous laisse 2 choix. Alors, si j'ai 2 choix, mais c'est un crève-cœur. 3, vous m'en mettez 3. Allez, 3. Un camembert avec un verre de cidre. Un comté avec un vin jaune. Un roquefort, on prend un sauterne. Dessert.
Dessert, le gâteau de ma grand-mère évidemment, le fameux, les plaques de meringue et la crème au beurre au praliné. De toute façon, il faut de la crème au beurre dans le dessert, c'est obligé. Bon voilà, on a un joli repas du condamné. C'est ça. Là, je pense qu'on peut partir en beauté. C'est parfait. Saint-Germain-l'Auxerrois. Ouais. C'est de là qu'a été sonné le début de la Saint-Barthélemy. On ne comprend pas l'histoire de France si on ne comprend pas que nous avons connu ça. Le fait de s'égorger pour un même Dieu. Et le problème, c'est que d'abord, nous sommes restés un peu héritiers de ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'effraie, c'est de voir revenir dans le débat politique la question existentielle. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des débats. Vous voyez, la démocratie, c'est du conflit civilisé. C'est-à-dire qu'en gros, on appartient à une même société, on débat, on n'est pas d'accord, on peut s'affronter, on s'engueule même. Mais à la fin, il y a un principe majoritaire. C'est-à-dire que sur tel sujet, c'est telle majorité qui se dégage, sur tel autre, ça va être une majorité différente. Et on accepte parce qu'on appartient à une même communauté nationale. Là, on revient à une forme de guerre de religion, c'est-à-dire le combat existentiel. L'autre est un ennemi et on n'a rien de commun et il faut le vaincre parce que sinon on se dit qu'on va disparaître. Vous voyez, c'est-à-dire que moi j'ai du mal à imaginer en 2025 que puisse y avoir une nouvelle Saint-Barthélemy. Alors, il n'y aura pas ça tout de suite, bien sûr, mais vous voyez les haines monter. Vous voyez je veux dire, les invectives sur des sujets, on parlait du conflit israélo-palestinien, je veux dire, la violence des discussions, c'est absolument terrifiant. Et ça monte, on voit qu'on a de plus en plus une incapacité à se parler entre gens qui ne sont pas d'accord. Et vous savez, c'est la négation de la politique, pour moi, c'est par exemple la phrase de Jean-Paul Sartre. Quand je dis un homme de droite, je veux dire un salaud. Bon, ça, c'est pas de la politique, ça. Ça, c'est de la guerre de religion, vous voyez. Donc, respecter l'autre, sa vision du monde et se dire qu'on va essayer de discuter et de faire un pas chacun parce que, à la fin, on est dans le même pays et qu'on a donc un destin en commun, me semble absolument essentiel. Pardon, ça veut dire qu'à, je sais pas, je donne un chiffre comme ça, à 50 ans, on pourrait avoir une guerre ouverte. Vous pensez que c'est possible si on suit cette trajectoire, la trajectoire que vous dénoncez? En tout cas, je vois monter des haines, oui. Et je sais pas, je ne prédis pas l'avenir et j'ai aucune envie. Mon but, c'est d'éviter que ça puisse un jour être possible. Voilà, c'est tout. Donc, je refuse d'entrer dans cette logique-là. Or, on le voit bien, et on voit en plus que ce n'est pas seulement en France que ça monte. On voit très bien aux États-Unis, par exemple, une société de plus en plus clivée, des gens qui ne se parlent plus, qui ne vivent plus dans le même monde. Et il faut ajouter à ça qu'il y a un facteur qui aggrave les choses. Là aussi, ce sont les réseaux sociaux, les intelligences artificielles qui permettent aux gens de ne plus vivre dans la même réalité. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont convaincus des vérités qui leur sont racontées dans les médias qu'ils regardent, qui ne sont pas ceux des autres, et qui du coup ne perçoivent plus le monde de la même manière que ceux d'à côté. Donc au bout d'un moment, vous entrez dans ce combat existentiel. Vous parliez tout à l'heure du clivage aux États-Unis, d'une violence qui monte. Vous auriez donné la parole à Charlie Kirk dans l'audace? Vous savez, je pense que... Alors... Charlie Kirk, vous voyez. Oui, non mais... Si sur un sujet précis, un Charlie Kirk avait des arguments à faire valoir, quelque chose vous voyez, une logique à défendre, oui, bien sûr. Argument contre argument. Vous savez, je ne crois pas du tout qu'on combatte des idées en les étouffant. Au contraire, ça fait 30 ans que j'entends dans des rédactions « Ah non, il ne faut pas parler de ça, ça va faire le jeu du Front National ». En moralité, le Rassemblement National est à 35%. Belle réussite. Donc c'est pas comme ça qu'on fait. Donc non, la censure, ça ne marche pas. Je crois profondément que les raisons pour lesquelles des gens votent pour des partis dits populistes, d'ailleurs ce terme est idiot, on fait cadeau du peuple à ces partis-là, c'est complètement idiot. Mais si les gens votent pour un parti comme le Rassemblement National, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils se sont fait avoir.
et qu'on ne les a pas écoutés. Donc faisons en sorte de répondre aux demandes des citoyens et je peux vous assurer qu'il n'y aura aucun problème. Est-ce que vous, c'est un peu provoque ma question, mais est-ce que d'une certaine manière vous êtes une influenceuse d'une cause comme vous n'êtes pas engagée politiquement? C'est un peu la même chose. Alors je déteste le terme influenceur. On disait que par exemple Charlie Kirk était un influenceur conservateur. Ouais. Est-ce que vous êtes une influenceuse souverainiste? Alors je ne suis pas souverainiste et je ne suis pas influenceuse. Oui. Je vous l'ai dit, je ne suis pas souverainiste, je suis démocrate. Oui. Je crois viscéralement en la démocratie. Oui. Voilà, c'est tout. Donc, en la souveraineté du peuple et la souveraineté de la nation. Mais c'est pas, je veux dire, le mot souverainisme, je ne sais pas ce qu'il recouvre. Quant à influenceuse, non. Parce que je ne cherche pas à influencer les gens. Je cherche à les convaincre par de l'argumentation. Vous voulez finir ici? Ben oui. Vous candidatez? On ne candidate pas ici. Il ne faut surtout pas candidater. Non, mais un peu quand même. Vous imaginez ce que ça nous raconte en termes d'histoire, de civilisation, la masse d'intelligence et de savoir qu'il y a là, entre les différentes académies. L'Académie des sciences morales et politiques, l'Académie des beaux-arts. Voilà, il y a des gens extraordinaires et personne ne le sait, personne n'en fait rien. Je trouve ça absolument fou. Que... Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un vieux truc poussiéreux. Mais oui, ouais. C'est complètement dingue. Vous en feriez quoi? Mais un centre de conférences, un accueil des oui, en fait, écoles. Vous voudriez qu'il n'y ait que devant, que ce soit ouvert. Ouais. Voilà, que ce soit ouvert. Bien sûr, parce que ça fait partie de notre histoire, parce qu'il y a là les plus grandes intelligences françaises, et ben autant que les gens en profitent. Vous voyez? Il faut au contraire renouer avec tout cela, valoriser le savoir. Franck Ferrand, ici même, nous a dit « Moi, je ne dis pas wesh ». Non, vous dites moi pas wesh? Non, je dis pas wesh. Non, alors déjà, il n'y a rien de plus pathétique que les gens qui utilisent des mots à la mode pour essayer de se rajeunir. Vous dites dinguerie, vous. Oui, c'est vrai. Vous l'avez dit 2 fois, j'ai noté. Oui, non, mais ça fait partie. J'ai des tics de langage, comme tout le monde. Bien sûr. Mais j'essaye de respecter la grammaire. Vous savez, ce qui m'a frappé en tout, j'ai enseigné pendant 10 ans. Et ce qui me frappait, c'était qu'on avait des débats sur les réformes de l'orthographe, est-ce qu'il ne faudrait pas simplifier, etc. Mais le problème, c'est que les élèves que je voyais, moi, n'avaient pas de problème d'orthographe, dans le sens où savoir si on écrit rationnel avec un N ou 2 N, franchement, c'est pas très grave. En revanche, ils écrivaient pour certains le pluriel des noms communs en ENT. C'était l'orthographe grammaticale qui leur manquait, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas compris la structure même de la langue. Et là, quand vous n'avez pas compris la structure même de la langue, ça veut dire que vous ne distinguez pas un objet d'une action, d'une qualité. Vous ne maîtrisez... Alors évidemment, ils ne maîtrisaient même pas le subjonctif, par exemple, qui est en train de disparaître. Or, c'est fondamental. L'indicatif, c'est le mode du réel, de ce qui est. Vous décrivez ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Le subjonctif, c'est le mode de ce qui pourrait être. Donc là, on commence à rentrer dans les nuances, dans l'imagination. Vous voyez, par exemple... Vous êtes en train de me donner un cours, hein. Ça y est, vous êtes répartis, vous êtes une prof dans l'âme. Bien que la concession, c'est fabuleux, pourquoi vous mettez du subjonctif derrière bien que? Justement parce que vous essayez d'effacer ce réel. Bien qu'il fasse froid, je me sens merveilleusement bien. J'efface le froid. Donc, je mets un subjonctif. Le mode de ce qui est irréel. Vous voyez? C'est formidable quand même. Merci Natacha Polony. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. C'était un plaisir. La gastronomie et puis bonne chance pour l'audace. Mais oui, de l'audace. Alors l'audace, c'est peut-être de se baigner dans la Seine. Vous êtes allé ou pas, vous? Non. Vous irez pas? Non. Ouais, non, d'accord. Bon, pas si audacieuse. J'adore la Seine, j'adore la regarder, me réciter tous les poèmes qui en parlent. On va la regarder, enfin, franchement, ça vaut le coup. Non, mais vous imaginez la beauté de cette ville. C'est la chance que nous avons de porter toute cette histoire. Enfin, c'est extraordinaire.